Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour la suite de ces interviews Losange Expo 2023. En l'absence de mes collègues américains habituels de Beuverie, je suis rejoint par Nelson de la Revue des Tabacs et Florent qui est de l'équipe One Shot d'ailleurs aussi. Bonjour. On est tous en train de boire un Salut. délicieux granité Un petit Sunfreeze. granité. Oui, très très Délicieux granité bon. de chez nos Sunfreeze, voisins. merci à nos voisins pour le granité. Il n'y a pas de paille par contre. Oh, putain, il tape ce granité un peu quand même. Il est très frais. Il picote. Ouais. Ouais. La vache. Ouais, ils sont forts les granités chez Sunfreeze. On vous invite à y aller. C'est hyper important. Nelson, qu'est-ce que ça te fait de partager le prénom d'un des animateurs les plus connus du PAF? Tu l'attendais pas celle-là. Non, mais elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Ça m'a valu beaucoup de moqueries quand j'étais jeune. C'est vrai? Et du coup, je le vis très mal et je suis un peu angoissé. T'es angoissé par ton Ouais. prénom? Exactement. Est-ce que tu peux nous parler en anglais? Alors, ça, c'est une vraie angoisse, mon gars. Parce que ça, à tous les oraux d'anglais, depuis que je suis petit, les gens, quand je rentre, ils font ouais en anglophone. Et je parle correctement anglais, mais avec un accent merdique. Et à chaque fois, Ça, c'est pendant une maladie des Nelson, j'ai l'impression. Ils sont tous dans le même cas. Ils parlent bien anglais, mais avec un accent pourri. voilà. Il dit qu'il est très content d'être ici. Ah là là. Bon, Nelson, revue des tabacs et revue du petit comptoir. Je sais plus comment elle s'appelle cette revue. Des barman comptoirs. de Paris. Des comptoirs tout court. Des comptoirs tout court. Plus vieille revue de France. Non, ça, c'est l'Auvergnat de Paris. L'Auvergnat de Paris. 146 ans. Ouah, c'est ouf. Ouais, 146 piges. Et Ouais. ça existe encore. ça existe encore. Comme quoi, hein, tu vois, la presse, un métier d'avenir. La presse papier, comme on disait avant. Après, la presse papier, en vrai, ça s'est vachement métamorphosé, j'imagine. Et ça aura toujours un avenir dans la presse pro, je pense. Non, mais de manière générale, de toute façon, en fait, il y a une image qui parle en général plutôt pas mal par rapport, en tout cas, ce que je pense, ce que va devenir la presse, c'est l'industrie de la musique. Tu vois, aujourd'hui, pendant quelques années, tout le monde s'est dit, ok, le support physique va disparaître, c'est terminé, on sera tous sur nos Spotify, nos Deezer, nos Apple Music et compagnie. Et quand tu regardes aujourd'hui, il s'est jamais vendu autant de vinyles que de toute l'histoire de la musique. C'est-à-dire qu'il se vend en ce moment plus de vinyles que ce qui s'en vendait en 1960 quand il n'y avait que des vinyles. Ah ouais? Parce que, en fait, ce qu'a ouvert la technologie et ce qu'a ouvert le numérique par rapport à la diffusion d'informations, c'est juste un vecteur de consommation différent. Et donc en gros, tu choisis en fonction de ton humeur, de ce que tu veux lire, de ce que tu veux écouter, de ton mood, de si t'es chez toi, de si t'es dans les transports, machin. C'est des supports complémentaires. Mais tu vois, il y a toujours eu ce truc-là. C'est juste que nous, on se trouve dans un espèce de ventre mou de switch de technologie. Et que ouais, quand tu viens de la presse papier et que tu as l'information numérique qui arrive avec des business models qui sont un peu compliqués, tu te dis comment on va vivre, comment on va s'en sortir. Je pense que ce qui change, et c'est pour ça que le comparatif avec l'industrie du vinyle, en tout cas l'industrie de la musique, elle est intéressante, c'est que la presse papier va devenir de plus en plus un support de déconnexion, un support d'approfondissement et un support de choix. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour me tenir au courant du quotidien. J'ai mon téléphone, mon ordi, mon machin, mes réseaux sociaux, mes trucs, les comptes que je suis, les médias que je suis. Mais en revanche, quand je veux faire un effort de déconnexion, un effort de compréhension supplémentaire, quand je veux profiter d'un moment, c'est là où le support papier va continuer à avoir tout son sens. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que... Ça va se nicher, en fait, ce que tu dis, quoi. Ouais, ça va se nicher et ça va aussi devenir de plus en plus qualitatif. C'est-à-dire que ce que tu vas venir chercher, c'est des supports plus gros, plus beaux, mieux faits, plus approfondis, plus fouillés et moins des trucs de day-to-day parce qu'en fait, ton quotidien, il sera dans ton téléphone. Et tu vois, donc, les choses sont un peu plus compliquées que ça, mais si je fais un peu un raccourci clavier, ouais, ceux qui morflent le plus et qui vont continuer à morfler de plus en plus, c'est l'information quotidienne. Ouais, presque quotidien. Ouais. Sachant que eux, de toute façon, les mecs sont tous au idiot. Hein. Ces changements-là sont anticipés chez eux depuis très longtemps. Et je veux dire, aujourd'hui, toute leur conquête et tout leur développement est fait sur le numérique. Ouais. Donc, est-ce que le papier va mourir? Non. Je suis persuadé que ça fait des milliers et des milliers d'années que ça existe.
depuis la bibliothèque d'Alexandrie. Donc je pense que ça ne Y disparaîtra compris la revue des tabacs d'ailleurs, qui date de la bibliothèque d'Alexandrie. quasiment en 1926. Ouais, ce qui est ouf quand même. Ouais. On avait bientôt 100 ans quand même. Et, Combien d'exemplaires? Tu sais ça? combien d'exemplaires Depuis Combien le début depuis le début Combien de numéros depuis le début de la revue des tabacs? Alors en fait, j'ai jamais fait la recherche. Nous, on est à 800 et des brouettes. Mais je pense qu'il y a eu des années où il y a eu des coupures avec les guerres, les machins. J'ai toutes les archives au bureau, mais j'ai jamais fait l'effort De les de compter. replonger dedans numéro par numéro. Parce qu'en fait, déjà, quand tu sors les numéros de 1926-1927, il y a un côté un peu flippant. Tu te dis, en fait, si je l'ouvre, est-ce que le machin, je vais le déchirer? Est-ce que donc c'est. Mais en revanche, ce qui est très rigolo sur les trucs qui sont un peu plus proches, c'est de voir. Pour reconnecter un peu avec le salon, c'est de voir qu'en fait les problématiques du réseau des buralistes sont les mêmes depuis, même les problématiques liées à la VAB sont les mêmes depuis super longtemps. Tu vois, il y a 10 ans, quand je prends une revue débat, il y a 10 ans, les gens, les discussions c'était la VAB, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien pour le réseau? Est-ce que c'est pas bien pour le réseau? T'as l'impression que cette tendance-là, elle est un peu pas de méfiance, mais en tout cas de regard un peu éloigné par rapport à ce qu'est l'univers de la VAP. Ce truc-là, il est resté en place super longtemps. Et si tu reprends des numéros d'il y a 20 ans, des unes de la revue des tabacs ou des unes de mes confrères du Losange, c'est déjà il y a trop de taxes, c'est compliqué. Donc les marchés bougent pas si vite que ça. Et c'est assez rigolo de regarder les archives. Ouais. Quand même. Ouais, parce que toi, ça fait de toi presque un historien de ce marché-là, quoi. Vu que Non. t'as une, quand même, tu tiens un espèce d'agenda avec la revue des tabacs des sujets du moment. Donc si tu reviens 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière sur des problématiques, peut-être que tu peux voir des patterns ou des choses qui se passent. Tu vois, des grands arcs narratifs où tu as un problème et puis un dénouement à la fin et une façon de réagir de la Confédération qui est toujours la même. Alors, toujours la même, non, parce que c'est très dépendant des cycles et des femmes et des hommes qui sont derrière, tout ça. Mais en tout cas, des grands patterns de réflexion par rapport à quel est l'avenir de la cigarette, quel est l'avenir de ce qui se fume, quel est l'avenir du réseau, quels sont les nouveaux produits, quelles sont les problématiques de taxes, quels sont les questionnements par rapport à la nocivité des produits du tabac, à la nécessité de se diversifier, de faire autre chose. Oui, ces trucs-là, ça fait... à mon avis, je pense qu'on prend une revue tabac d'il y a 40 ans, c'est déjà dans la tête, c'est déjà dans les écrits, et je pense que c'était déjà dans la tête des gens, à ce moment-là. Ce serait intéressant de voir combien il y a de numéros de la revue des tabacs Ouais, avec ce titre. Je te dis, moi, sur mon compte, j'en ai 800, on doit être au 800e à peu près. Donc et t'en sors combien par an? à 10 par an, 10 par an. Ça fait 80 ans. Tu penses qu'il y a dû avoir des années de rupture avec les guerres, les machins, les trucs. Ouais, ça fait à peu près ça, quoi. Donc à ton compte, t'as 80 ans de revue des tabacs. Mais t'as quel âge, Nelson? C'est un immortel, il vient de se vendre en live. Je suis Benjamin Button. C'est Benjamin Button. C'est comme Sim en fait. On parlait de Sim Oh tout merde. à l'heure. Oh le grand écart. La vache. Wow. Non, parce qu'on parlait de Sim tout à l'heure. Et on disait que Sim, quand il avait 20 ans, il avait déjà la gueule qu'il avait à 83 ans. Tu vois que très peu de différence entre les deux. Mais ouais, putain, 80 ans déjà de revue des tabacs. Ça a changé j'imagine que ça a changé de direction pendant toute la vie de cette revue. Ouais, ça a changé. En fait, à la base, c'était la revue était adossée à l'ancêtre de la CEITA, était adossée au monopole d'État. Ouais. Et c'était pas du tout une revue de débitants, parce qu'en fait, le monopole était vraiment 100% étatique, et donc du coup, c'était plus lié à la fabrication, à l'import, à l'export. C'était un truc beaucoup moins orienté commerce et beaucoup plus orienté production. Ouais. Et ça a évolué au fur et à mesure du temps de l'évolution du secteur. Parce que ça remonte à quand entre guillemets le démantèlement de la CEITA? J'ai pas envie de dire ça existe toujours, mais c'est la fin du monopole d'État sur le tabac. Ça remonte à quand ça? La fin du monopole, c'est... alors la nationalisation, c'est 92, et la fin du monopole, je vais te dire, je sais même pas, mais pour moi c'est... attends, je sais même pas. Mais ça date de bien avant que je sois dans le secteur en tout cas. Ouais.
Ouais, c'était il y a un petit moment, mais Ouais. c'était de. Attends, mais je dis pas une connerie. Les Américains, quand ils sont arrivés avec leur Lucky Strike, c'était déjà plus un monopole. On a commencé à vendre des cigarettes américaines, non? Ouais, mais non, c'était toujours géré par la Seita. Ouais. Ah oui, 76, je c'est dirais- ça, tu vois, j'allais dire dans les années 70. 76. Mais ils géraient la distribution de tout C'est le tabac, ça. mais ils vendaient pas que leurs produits. Si, Non. 76. Donc ils vendaient pas que leurs produits jusqu'en 76. Ils distribuaient ceux des autres, j'imagine. Oui, oui. Bah, Les sauf qu'il y avait cigarettes qu'un mec. américaines Non, sont non, arrivées en 76, fin du monopole d'importation et de commercialisation de tabac en Ah, donc France. tu veux dire qu'après le débarquement, les types arrivent avec leur clope américaine, Mais ça a les- pris 30 ans pour qu'on les ait Ouais. en rayon de tabac? Ok, je pensais pas. Dans ma tête, c'était arrivé en même temps que eux. Ah ouais, tu veux dire les Marlboro et tout ça, c'est arrivé que 30 ans 76. après 76. D'accord, ok. Je savais pas ça. Ah, donc ma mère a fumé pas ça, Des Gauloises. probablement. Ah, probable. Mon père fumait des gitanes. Après, ouais, ma mère elle connaissait mon père. Et mon père, il travaillait sur le port. Et il était docker. Mais C'est quand pas tu vas en quelqu'un de très- Uruguay, tu fais du Du jet ski. du jet ski ou pas? Non, mais j'allais y venir, mais c'est juste que mon père était docker, il travaillait sur le port avec des bateaux américains. Donc il fréquentait beaucoup d'Américains et il s'est changé des trucs, notamment des jeans, des t-shirts Fruit of the Loom à l'époque, et que personne avait, genre des 501, personne portait ça. Zara, H&M, on cite 3 marques. Zara, H&M. On anticipe la télévision en Ouais, fait. c'est ça. Chez One Shot, On s'en fout. on est comme ça, on voit le turf. Mais ouais, il avait des clopes américaines aussi à cette époque-là, mais par ce biais-là. C'est parce que dans ma tête, ma mère, elle fumait des Denil, tu vois. Et Après, très c'était sincèrement, bien avant ça. Tu disais, enfin moi je suis pas du tout, la revue a un historique, moi je suis pas du tout historien ou ultra spécialisé du tabac, c'est juste que... Disons que tu es l'archiviste. Tu as tout ouais, ce je qu'il suis faut. plus- Si ouais. tu veux remonter dedans, tu peux voir. Ouais. Quoi. Il faudrait juste beaucoup de temps, mais... Tu le fais de temps en temps, ça Pour Alors, quand tu as des problèmes, des trucs à rédiger, des choses comme ça, tu pioches dans le passé en disant tiens, qu'est-ce qui se disait sur ce problème il y a 5 ans? Alors ouais, bah, alors déjà il y a quand même une grosse partie des... si tu veux, depuis 2014, tout est entièrement numérisé, donc déjà c'est un peu plus facile. Ouais. J'ai la chance d'avoir des équipes rédactionnelles qui ont de l'ancienneté sur le secteur. Et donc du coup, bah, en fait, la première mémoire, mon red chef, il doit avoir 25 ans d'ancienneté. Donc la première mémoire collective, déjà, elle vient de là. Et après, quand il faut remonter loin, oui, je peux descendre dans ma cave d'archives et sortir des trucs. Et est-ce que je le fais de temps en temps, mais plus pour me marrer. C'est-à-dire plus pour dire, bah, en fait, qu'est-ce qui se racontait à cette année-là, mais il n'y a pas vraiment de démarche, parce que de toute façon, la réalité, c'est que je disais tout à l'heure qu'il y a des grands patterns, en effet, qui se ressemblent, mais dans les faits, les marchés ont quand même leurs problématiques et leurs spécificités en fonction des âges. Ouais, bien sûr. Et tu n'as pas non plus la même façon de gérer au niveau du gouvernement et même simplement la forme du réseau. Sa forme juridique et sa forme commerciale est très différente maintenant de ce qu'elle était il y a même 15 ans, quoi. 15-20 ans. C'était déjà pas tout à fait ça, quoi. En tout cas, le truc est sûr, c'est que je trouve que ce salon, cette année, est particulièrement intéressante. C'était déjà un peu le cas l'année dernière, mais c'est mon modeste avis particulièrement marqué cette année. Je trouve que il y a une grosse diversité d'acteurs hors tabac et diversification de manière générale qui sont présents. Et voilà, ça montre bien que la dynamique impulsée par la Confé autour de la transformation est en train de... C'est toujours long et un peu compliqué à mettre en place parce que c'est des grands mouvements où il faut faire bouger énormément de choses, mais c'est vraiment en train de se mettre en place. Et c'est intéressant de voir que à travers le salon, tu as encore aussi bien des gens qui font des produits du tabac, parce que, on va pas se mentir, ça reste un truc hyper important pour les buralistes et pour le réseau. Et pour les fumeurs, ils veulent pas Ouais. qu'on leur enlève ça. Mais que ce soit pour des acteurs historiques du tabac ou pour plein d'autres nouveaux entrants et notamment plein de gens qui viennent de la vape indé, voilà, de voir que le réseau prend de plus en plus d'importance et en effet, in fine, au service des consommateurs, je trouve que c'est un truc cool. Enfin, sans langue de bois, il y a quand même depuis 10 ans un peu cette espèce de truc de
guéguerre, c'est un peu exagéré, mais en tout cas de méfiance entre d'un côté les vape shops, de l'autre côté le réseau des buralistes. Les vendeurs de mort et les vendeurs de remèdes. Ouais, mais enfin tu vois, typiquement dit comme ça. Non, mais c'était ça, voilà. la C'est dichotomie. comme quoi. ça que se présentaient les nouveaux acteurs. Ouais. C'était bon, vous vendez machin. Bon, c'était Sauf finalement qu'on sait- pour développer leur business aussi. Sauf tu qu'on vois. sait très bien que la réalité, elle est plus, Elle est vachement plus elle est nuancée que ça, plus nuancée et évidemment. plus compliquée que ça. Bah, aujourd'hui, attends, les buralistes ont une vraie volonté de participer à cette migration des consommateurs vers des produits à réduction des risques. Mais Et c'est ça qu'on peut noter, c'est ça mais qu'on voit. les Et juste un buralistes chiffre- et les acteurs du tabac aussi. Et les acteurs du Tout le tabac, mais oui, mais tout à fait, parce qu'ils ont conscience que c'est leur avenir. Et concrètement, enfin moi j'entendais un chiffre qui m'a pas choqué, mais je trouve qu'il va dans le sens de ce que tu dis. 40% des produits vendus en bureau de tabac aujourd'hui sont plus du tabac. 40%. Il faut continuer ce truc. Ça peut pas être du jour au lendemain. C'est Bien un sûr. réseau vieux, historique, qui était monoproduit. Ah, évidemment, ils vendent des bières, des machins, mais c'est une évolution et il faut accepter que ça prenne son temps. Nous, on a été les premiers naïfs, Nelson, David et moi, je pense qu'on en a beaucoup dans la vape. Quand on a connu la vape, on a dit bah, dans 5 ans, tous les fumeurs y vapent. Et c'est bien plus compliqué que ça. On travaille sur l'addiction, sur un réseau. Et le fait d'avoir aujourd'hui les buralistes motivés comme ça sur les alternatives, enfin pour nous, c'est absolument génial. Ouais, ouais. Mais les buralistes et aussi tout l'écosystème qui va avec. Oui, t'as C'est-à-dire raison de le que noter. t'as quand Les même entreprises de tabac aussi. tu vois, les entreprises de tabac d'un côté et beaucoup d'entreprises de la vape, sans vouloir faire l'archiviste. Que tu vas faire quand même que je maintenant. vais quand même faire un petit peu. Il y a plein d'exposants qui sont ici. S'il y a 5 ans, on leur avait posé la question est-ce que vous viendrez au jour Losange Expo, ils auraient dit mais moi vivant, mon entreprise, jamais elle vient ici. Et certains l'ont dit et du coup ils peuvent pas venir. Ouais. On citera pas de nom. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Les mentalités vont évoluer, quoi. Si tu devais faire une seule revue des tabacs pour 2023, une seule, avec un seul titre sur la couve, ce serait quoi? Pour 2023 ou pour 2024 2023. Qui est pas tout à fait fini, mais bon, ça arrive. En sachant ce qui s'est passé ou Ouais, en sachant ce qui s'est passé là. C'est-à-dire, tu as vécu l'année 2023, t'as une couve à faire avec un gros titre. En fait, tu lui demandes de résumer 2023 en une phrase. hein. C'est ça. D'accord. Intéressant. Bon courage. Non, c'est très clair. Alors, comment je peux le punchliner? J'ai trouvé, désolé. Non, laisse. Je te dirai après. Monter les prix ne fait pas baisser la consommation de tabac, Ok. mais fait baisser l'argent qui rentre et dans le réseau et dans les caisses de l'État. Fair enough. Voilà. Bah, de toute façon, ouais, quand on est allé en Suède, il y a un fait qui passe un peu vite dans le documentaire qu'on a fait, mais qui est assez drôle, où un des intervenants nous dit en Scandinavie, les prix du tabac les plus bas, c'est en Suède. Et on a le moins de fumeurs de toute la Scandinavie. Et d'Europe d'ailleurs. Donc ça te montre bien que cette politique de prix, elle est inopérante, inefficace. Les gens qui fument, ils fument, c'est juste une taxe en fait. Ça change rien. Ouais, mais et puis non, mais en fait, si tu veux, c'est surtout que les gens, Et de toute façon, ça augmente la contrebande. oui, non, mais c'est pour ça. C'est en fait le compte rendu, on va dire le sous-jacent pseudo-philosophique qu'il y a derrière, c'est que et c'est marrant parce qu'on en discutait tout à l'heure par rapport à la distrib de la vape. De toute façon, celui qui a raison, c'est celui qui consomme. Et dans un univers aujourd'hui qui est où c'est quand même globalement assez facile de te procurer tout ce que tu veux, croire que monter des taxes ça est un phénomène qui va empêcher les gens de se procurer un produit qu'ils veulent se procurer, c'est un peu un joke quoi. Bah ouais. Sachant que la weed est complètement illégale en France et qu'on est les plus gros fumeurs de weed de toute l'Europe. Et sachant que plus tu augmentes la taxe, et plus c'est rentable pour les trafiquants de vendre du tabac. Et c'est moins risqué que beaucoup d'activités illégales aujourd'hui. Donc évidemment, ça augmente. Plus les prix augmentent, plus la contrebande augmente. C'est Ouais. logique en fait, Ouais. c'est linéaire. hein. Alors que pourtant, tu vois, je me souviens, alors ça, j'ai pas eu toujours ce discours-là parce qu'à l'époque, je me basais sur les chiffres de l'OFDT. Et l'OFDT avait montré que tu as une jolie courbe de la baisse du tabagisme et l'augmentation des taxes. Et ils te disent, en gros, le tabagisme baisse en fonction de l'augmentation du prix du paquet, donc tout va bien. Jusqu'au moment où tu te rends compte de comment sont calculés les chiffres de l'OFDT, Voilà. par les ventes Oui. de tabac. Oui. Donc si tu prends pas en compte dans ton graphique la contrebande qui augmente elle aussi, et ton taux de fumeur qui du coup reste flatline de ouf, et ton augmentation de taxes qui fait comme ça, là d'un coup le graphique il a une autre gueule quoi.
Non, après, après de toute façon, tu as une bataille de chiffres entre les études, notamment l'étude KPMG, qui dit en gros que tu as 40% aujourd'hui que tu as 40% de contrebande. 40%, bon, j'avais Oui. entendu 35 apparemment, c'est plus encore. Mais c'est un peu moins de 40, mais c'est quasiment 40 je crois. Et tu as des assos anti-tabac qui disent que c'est moins. En fait, le truc qui est sûr, c'est que les ventes, les dernières augmentations ont quand même fait passer le prix des clopes à des niveaux aberrants dans le réseau officiel, et que dans n'importe quelle ville de Français de Navarre, si tu veux acheter des clopes à 6 €, tu achètes des clopes à 6 €. Ouais. Autant dire que c'est pas des paquets neutres. Donc il y a un moment, en fait c'est juste que c'est un peu bourrin, entre guillemets, désolé pour le mot, mais c'est un peu bourrin comme attitude. Oh, il a dit bourrin. Putain, Flo. Voilà. C'est un peu bourrin comme attitude, tu vois, et alors que il y a des trucs qui pourraient être marrants, tu vois, je me dis souvent, mais je vais vous donner c'est des mesures dont on discutait assez souvent avec des gens dans l'industrie. Tu dirais, mais le marketing est interdit pour le tabac, partout. C'est globalement cohérent. Mais si demain, tu pouvais, rien que sur leur paquet, si sur leur paquet, ils avaient le droit de mettre un petit truc qui dit « By the way, vous le savez, ce produit est nocif, mais nous avons des alternatives qui sont plus intéressantes », est-ce que ça pourrait pas être c'est du marketing. C'est ce que PMI avait fait pour Joule. Ils avaient prévu de faire ça pour Joule, de mettre une pub pour la On le Joule voit dans le derrière tous les paquets. documentaire, hein. Ouais. Ils l'ont jamais fait. Tu l'as vu, Big Vape, non? Non, je l'ai pas vu encore. Ah, regarde-le. Ouais, Et vachement donc, il est bien. vraiment cool. mais donc tu vois, c'est ce genre de truc là pour dire en fait peut-être que ça pourrait être. Enfin en fait, je trouve que ça fait. De mon modeste rôle d'observateur, ça fait 25 piges que en fait on bute le portefeuille des gens et qu'au bout d'un moment ils ont dit maintenant on va faire autre chose. Ouais. On va globalement s'approvisionner de plus en plus autrement. Et en effet, comme le disait Flo, ça crée des gros risques aussi pour le réseau parce qu'ils ont des valeurs de stock qui sont aberrantes. Et que c'est devenu intéressant d'aller cambrioler des buralistes pour récupérer des stocks de cartouches. C'est un business hyper lucratif en termes de contrebande et de contrefaçon. Tu risques pas grand-chose. Tu vois, et même en termes de contrefaçon, je veux dire, aujourd'hui, on démantèle des usines de clopes sur le territoire français. C'est fou. Ouais. T'as des mecs qui ont racheté des vieilles bécanes qui doivent être des bécanes de la Seita d'il y a 60 ans ou 70 ans et qui font des peuplots avec. Oh bah, Et t'as qui des, mettent entrep- ces- qui t'as des mettent ça entreprises chinoises pour les vendre, hein, sinon les qui- machines. Hein. qui- Je peux te dire combien ça coûte, même ça vaut 20 000 balles. Tu sais, qui mettent ça dans des faux paquets de Marlboro, GTI, Camel, Lucky Strike, BAT Winston, je cite tout le monde, c'est ça? C'est pour ça qu'il faut faire. Je tiens à m'excuser News quand même pour à Saïta, que notre j'ai pas audience cité. pour le mot un peu déplacé où Nelson a dit bourrin tout à l'heure. C'était sur le coup de la colère. Exactement. Donc Oui, voilà. C'est pas notre Je suis genre. quelqu'un de très raisonné. D'habitude on n'a pas ce ton-là dans l'émission, mais voilà. Non, c'est Et vrai. du coup, je prends un peu de granité. Prends un peu de granité, c'est important. Comme ça, tu continueras à dire bourrin de ça. C'est quand même incroyable cette alliance one shot revue des tabacs, c'est Ouais. assez dingue quoi. On vous montre ça quand même à l'écran. Ça, c'est nos deux magazines. Enfin, ça, c'est le nôtre historique et ça, c'est celui qu'on fait en commun avec Nelson maintenant. Grâce à la revue des tabacs et grâce à Nelson. Et en fait, c'est des discussions qu'on a eues pendant des années avant de mettre ça au point. Ouais, mais parce que je pense qu'il y avait aussi un peu d'appréhension, de flip, de comment sûr. on fait, de est-ce que ce sera suivi, de machin, alors qu'en fait, et c'est marrant parce que tu vois, sur mon stand aujourd'hui, j'ai des gens qui sont venus me dire c'est marrant que vous fassiez ça, on connaissait One Shot, on connaissait pas le magazine comme ça, donc tu vois, c'est parce que on touche pas l'intégralité public, de... ouais. Ouais, on touche pas, et surtout Évidemment. beaucoup de fabricants qui sont présents ici, fabricants ou importateurs, sont pas forcément des abonnés de la revue. Et tu vois, qui se disent, mais en fait, c'est marrant, c'est les trucs de one shot, c'est cool. Donc je pense que il y a une bonne vibe en tout cas. Et ce délire de marchand de mort, marchand de remède. Ouais, en fait, la raison pour laquelle moi j'avais cette vision du remède et du poison au même endroit,
C'est bon, déjà c'est un argument complètement émotionnel, le rapport que j'ai avec le tabac qui est un peu traumatisant, mais aussi le simple fait de dire c'est difficile quand tu as la tentation sous les yeux d'aller vers le remède, tu vois. C'était ça le mental qui était opposé à ça, mais en vérité c'est une approche qui est bien trop moraliste. Et moi quand j'étais fumeur, quand on me cassait les couilles avec arrêter de fumer, T'as ça dit me couille, David, saoulait. attention, fais attention. Là, Quand on me t'as cassait dépassé Roubignoles. mon appareil de reproduction, ça me saoulait parce que j'avais pas envie qu'on me parle de ça. Je savais très bien que c'était négatif et machin. Et ça marche pas. Les fumeurs, si tu les traumatises et que tu leur pètes les burnes avec arrête de fumer, c'est pas bon pour toi, Burn, ils vont te montrer, ils vont te montrer leur paquet, ils vont te dire je sais, connard, machin. Connard, bon bref. Bon, William Lowenstein, à la grande AG des présidentes de région, a dit connard aussi. Hein. Il y a un livre de Virginie Despentes qui s'appelle Mes Cher chers connard, Chers ouais, connards, qui est très bien d'ailleurs. On vous le Donc recommande. connard est un mot totalement accepté dans la langue Mais, française. non, Ouais, et tu vois, et je pense que les fabricants, au contraire, sont une partie de la solution. Bien sûr. Vraiment. Et c'est sûr et certain, et c'est là qu'il faut aller choper les fumeurs, c'est surtout ça le truc. C'est qu'en leur donnant envie avec des choses qui sont attractives, simples, bien faites, comme ça existe maintenant dans la vape, là on arrive à quelque chose, on arrive à une solution. Et surtout quand on arrête les guéguerres en fait. Si ton objectif c'est vraiment de faire de la réduction des risques, il faut la faire partout. Pas de façon sélective pour arranger tes petits copains, mais partout. Et aller chercher les fumeurs là où ils sont, point barre. Et si les fumeurs ils sont dans les striptease, bah faut aller foutre des vapes dans les cabarets quoi, c'est tout. Tu vois, et c'est la fin de l'histoire pour moi quoi. Et cette guerre n'a pas de raison d'être. Et ça se voit d'ailleurs. Ça se voit qu'elle n'a pas de raison d'être puisque la force des choses fait que t'as la plupart des plus gros fabricants français qui sont ici aujourd'hui. T'as l'industrie du tabac qui fait de la vape aussi maintenant et qui est vraiment volontaire dans cette transformation. J'imagine que c'est quelque chose que tu remarques aussi dans tes colonnes. Voilà, c'est une vraie volonté, c'est pas du oui on fait ça pour avoir l'air gentil quoi. Ah bah non, de toute façon, c'est quand tu vois les dynamiques long-termistes d'investissement qu'il y a derrière, toutes les évolutions sur la formation des équipes, sur l'évolution des entreprises, des guidelines de compliance, tout ça, tout qu'ils ont. Enfin non, mais parce que de toute façon, il y a un moment, la consommation de nicotine, c'est un truc qui était là bien avant qu'on soit né et qui, je pense, sera là dans encore très 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 longtemps. Faut juste trouver les produits qui soient les meilleurs compromis entre des produits de plaisir, des produits de réduction de risque, et que les gens aient pleinement conscience de ce qu'ils font en fait. Ouais, qu'ils soient informés. En fait. Ouais. C'est information Le- et proposer les alternatives. Le Toxiscore, c'était une bonne idée, je trouve. C'est un truc que William a poussé et qui est d'ailleurs dans le rapport de la communauté scientifique là, du gouvernement. C'est important. C'est-à-dire que si tu dis aux gens, bah, ça c'est F et ça c'est A, choisis, bah, c'est cool, t'as pas besoin de faire de la prohibition. Si moi j'ai envie de manger des frites tous les jours et de mourir d'une crise cardiaque à 45 ans, je le fais. J'ai la possibilité de le faire. Je peux aller bouffer au Burger King tous les jours si j'ai envie. McDonald's ou Quick. McDonald's, Quick ou n'importe quel autre endroit où il y a Au tacos. d'excellents burgers. Au Au tacos. Black and White Burger que je vous recommande d'ailleurs. mais voilà, si je veux, je peux le faire. Il n'y a pas besoin d'interdire les burgers. Non Tu mais, vois. non, mais cher, c'est qu'après il y a plein ça pose aussi quand même, de manière générale, il y a aussi des problématiques de santé publique et de coûts pour la société derrière, mais je pense que fondamentalement, le vrai problème de fond derrière tout ça, c'est que on a aujourd'hui des réponses gouvernementales qui sont, on a parlé des taxes déjà, mais qui sont globalement pas adaptées. Je veux dire, vous êtes les premiers à en parler aussi. La vape n'est pas suffisamment poussée comme un moyen de réduction des risques, alors que il y a plein d'autres pays, genre le UK par exemple, où le gouvernement a fait vachement d'efforts par rapport à ça, et on a quand même un méga big case sur un pays proche où on voit que ça marche par rapport à la prévalence tabagique. Et on a le cas opposé aussi. Hein. Les États-Unis qui ont interdit les arômes, qui ont limité tout, là le taux de fumeurs est en train d'exploser. Donc, Ouais, Donc très bonne c'est- idée ça. Mais après, c'était le plan pour les États-Unis. Hein. C'est ce qu'ils voulaient, hein, plus ou moins. Donc, ouais, enfin, voilà. ils l'ont jamais dit comme ça, ils peuvent pas. Mais évidemment, on sait. Mais Enfin, job il y a done. Tobacco Bans. Pour Ouais, ceux que ça Tobacco Bans. intéressera, les États américains Mais- sont tous sous perfusion de tabac. C'est en bourse, c'est très compliqué de changer ce modèle américain. Mais c'est pas le cas en Europe. Heureusement. Ouais. Enfin, heureusement. Et donc
ce qui est compliqué, c'est que comme tout secteur économique qui mêle, comme tout secteur de manière générale qui mène économie, santé publique, consommation, plaisir, addiction, enfin plein de trucs, des réseaux économiques, des grosses sociétés, des petites sociétés, des nouveaux entrants, des sortants, des machins, la réponse est complexe et pas uniforme. Or, depuis 2002, la réponse est uniforme. On monte les taxes. Ouais. Et on encourage, pas forcément de manière intelligente, les bons substituts. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est ce que Flo a dit tout à l'heure, tu vois. Sur Sud Radio aussi, il disait, c'est le discours qu'on a. C'est ok, on veut bien que vous tapiez sur ça à tous azimuts et que vous tombiez sur le dos de tous les produits de nicotine parce que les méchants Big Tobacco sont derrière. Bon, premièrement, c'est faux. Et deuxièmement, ok, si tu veux. Mais t'as quoi en face ? T'as quoi pour réduire ton nombre de fumeurs si tu veux arriver à ton taux de fumeurs rêvé de 5% en 2040 ? T'as quoi ? T'as quoi comme solution en fait ? C'est vrai, je veux bien moi, mais donnez-nous une solution en échange quoi. Et c'est ni les patchs ni les nicorettes parce que on sait que ça marche pas. Elles sont là depuis 20 ans. Ça marche pas suffisamment. C'est vrai. Le taux d'échec est colossal par rapport à la vape. Donc, oui. Moi j'ai essayé ces trucs-là, ça marche pas. Je suis désolé, tu vois. Genre, tu veux prendre ta nicotine, tu la prends quand tu puffes sur ton truc, t'as l'impression de fumer, t'aspires un truc, t'as de la nicotine, t'es content. C'est pour ça que la vape ça marche si bien. Mais ouais, c'est compliqué quoi. La réduction des risques en France, on n'aime pas trop quoi. Ouais, c'est tout noir ou tout blanc. Ouais. Il n'y a pas de zone de gris. Le nanny state quoi. Ouais. Le nanny state. Non, puis tu vois, en plus t'as aussi des produits du tabac qui sont des produits artisanaux de savoir-faire qui sont consommés avec parcimonie. Tu prends par exemple les cigares faits main. Enfin ouais. L'écosystème il est. Et de toute façon, c'est un peu sonné, tu le vois dans le salon, hein, avec toutes les typologies d'acteurs qu'il y a. L'écosystème, il est vachement compliqué. Et pourtant, la réponse, elle est uniforme et assez bourrin. Quoi. Ouais. Encore nos excuses pour le langage grossier. Ah merde, ça fait 2 fois que je le dis. Il a dit merde. Il a dit merde. Fait chier. On va se faire ban de... Je sais pas où. On va se faire ban de YouTube. Merci à toi Nelson en tout cas d'être venu pour partager tes vues sur cette industrie qui sont très précieuses en tant que non-archiviste et non-historien de l'industrie. Je serais intéressé du nombre de revues des tabacs si un jour tu as l'occasion de trouver ça. Bah, je te dis, moi j'en ai 800 en magasin, donc tu dois en avoir à peu près ce truc-là. En tout cas, merci à vous. Ouais. Et franchement, c'est un super salon, donc bravo à la Confé et à tous les acteurs qui sont là parce que c'est sympa, motivant de voir que le réseau il bouge et qu'il se passe plein de choses. Yes. Et merci à la Confé de nous avoir invités ici pour cet espace au Losange, qui est une première. Hein. On en parlait en off avec Nelson, c'est vraiment la première fois qu'il y a un média dans ce salon quand même historique du tabac. Et c'est très bien d'échanger avec tous ces acteurs qui sont au contact des fumeurs tous les jours. Nous, on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos très très vite. On va vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ça. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut.